Bonjour tout le monde, je m'appelle Christiane Sylvestre, je suis psychopédagogue, donc une formation en psychologie et en psychopédagogie. J'ai aussi un TDAH pour ceux qui me connaissent et c'est le cas de mon conjoint et de nos garçons. Alors voilà d'où vient mon intérêt pour cette problématique. À cet effet, mon amour pour Panda, puisque j'en ai eu besoin longtemps, fait en sorte que je travaille maintenant pour Panda Basse-Laurentide Sud-Ouest. Cela étant dit, ils m'ont gentiment demandé d'effectuer une recension des écrits de manière à s'éclairer un peu les lanternes, à savoir ce qui découle du mythe et ce qui découle de la vérité en 2023. Alors, je vous présente aujourd'hui les plus récentes recherches et ce qu'il advient de toute cette problématique du TDAH. Distinguons le vrai du faux. Vrai ou faux? Excusez-moi, le TDAH n'existe pas. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est en fait une invention de notre époque pour justifier la paresse. Eh bien, c'est complètement faux. Je peux vous assurer que les recherches pleuvent à l'effet de toute la souffrance que peut causer ce trouble au quotidien, que l'on soit enfant, adolescent ou adulte. C'est ce qu'on verra dans les prochaines diapos. L'histoire du TDAH, là, on peut fêter le 120e anniversaire de ce trouble-là cette année. Il a été identifié la première fois en 1902. Évidemment, le nom a grandement évolué avec les années, mais maintenant, on parle du TDAH et la dernière fois qu'il a été enregistré dans le DSM-5, il était sous le couvert des troubles neurodéveloppementaux. C'est donc dire que ce n'est pas une invention de notre époque, c'est actuellement le trouble pédopsychiatrique le plus étudié dans le monde. Vrai ou faux? Les manifestations du TDAH sont différentes d'une personne et d'une situation à l'autre. C'est archi vrai. Regardez, prenons le TDAH. Dans ce rond-là, du plus pâle, aller au plus foncé, ça représente le degré de sévérité de l'atteinte, on pourrait-on dire, neurodéveloppementale de ce trouble-là. Alors, on peut avoir un diagnostic de léger, modéré à sévère, que l'on soit enfant, adolescent ou adulte. On prend ce trouble-là et on l'insère dans son environnement qui peut comporter des facteurs facilitants dans le plus pâle à aller jusqu'à des facteurs qui vont aggraver la situation dans le plus foncé. Alors, c'est clair que ça va teinter les manifestations de ce trouble-là. Hein? C'est pour ça qu'il y a une inconstance des manifestations, des symptômes du TDAH. Parfois, ça va bien, parfois, ça va moins bien. Ce n'est pas assez compliqué, là. On ajoute autre chose parce que dans près de 50 des cas de TDAH, on a un autre trouble ou plusieurs troubles associés qui, eux aussi, comportent leur degré de sévérité. Alors, on aura beau comparer une personne TDAH avec une autre, il est clair que ça sera différent entre eux et différent entre les situations. Parmi les facteurs qui vont aggraver la situation du TDAH, le pire ennemi reste sans doute le niveau de fatigue. Plus je suis fatiguée, moins je suis capable de me contrôler, donc tout va m'irriter, tout va m'exaspérer. C'est vrai pour tout le monde, c'est encore plus évident pour quelqu'un qui a un TDAH. Le degré et la durée d'immobilisme exigé. Évidemment, ça paraîtra davantage chez quelqu'un qui a un TDAH, demandez-leur de rester immobile. Ils dépenseront tellement d'énergie à s'immobiliser qu'ils ne comprendront rien du message. Alors, mieux vaut encadrer l'agitation que l'interdire. Parmi les facteurs qui vont aider, tous les parents d'enfants TDAH auront compris que le niveau d'intérêt face à la tâche est vraiment un élément déterminant. Bien sûr, ça peut amener des mauvaises interprétations. On va dire que l'enfant se force seulement quand il y a de l'intérêt. C'est vrai pour tout le monde, mais il y a un petit quelque chose dans leur cerveau au niveau de la motivation
qui fait en sorte que c'est difficile pour eux comment je dirais, de maintenir justement un intérêt prolongé plus que les autres, plus que les neurotypiques. Donc, on observe ça comment? Un petit graphique ici qui parle de l'importance des renforcements, donc des conséquences que j'aurai à adopter tel ou tel comportement, qu'on nomme souvent récompense quand il s'agit de conséquences positives, et leur délai d'obtention. Chez le neurotypique, on pourra avoir une récompense qui tarde à arriver et ça fera l'affaire. Chez une personne qui a un TDAH, de par la façon que son cerveau est régulé, il faut que la récompense arrive rapidement et elle doit être plus puissante, plus renforçante, disons-le, que le neurotypique. Voilà. Vrai ou faux? Le TDAH peut être diagnostiqué par un test en ligne. Hélas, trop de personnes croient à cette affirmation et c'est totalement faux. On peut utiliser un test en ligne en guise d'outil de dépistage. Donc, pour savoir s'il y a lieu de recourir à une évaluation diagnostique. Parce que l'évaluation du diagnostic du TDAH, c'est une chose, un processus rigoureux. Et le Collège des médecins et l'Ordre des psychologues du Québec ont reçu des lignes directrices, toujours en vigueur en 2022, à l'effet que seul un médecin ou un psychologue ou neuropsychologue membre de l'OPQ peuvent poser un diagnostic. Donc, évidemment, ils vont s'appuyer sur les données de leurs collègues, psychoéducateurs en milieu scolaire, travailleurs sociaux, peu importe. Ils vont s'appuyer sur les données qui leur ont été fournies, mais ce sont eux qui sont qualifiés légalement pour procéder à l'évaluation dans son ensemble et poser le diagnostic. Donc, qu'est-ce qu'on va évaluer? L'histoire du développement, parce que, fort heureusement, ça ne s'attrape pas, le TDAH. Donc, on peut avoir des manifestations très similaires au TDAH. Et c'est pour ça qu'on entend souvent les gens nous dire « Oh, un TDAH, on l'a tout un petit peu. » Non, 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 non. On ne fait rien de différent des autres quand on a un TDAH. Mais ce qui diffère, c'est la chronicité, la persévérance de nos manifestations, de nos symptômes, leur intensité malgré nos efforts et notre volonté, et surtout leur impact fonctionnel qu'on verra un petit peu plus loin. Comment s'effectue l'évaluation? Par des entrevues cliniques, des questionnaires adaptés à l'âge du patient et d'autres tests chez les spécialistes au besoin quand on soupçonne qu'il n'y a pas que TDAH, mais d'autres troubles associés. Quand est-ce qu'on fait une évaluation diagnostique? Ça peut se faire n'importe quand, qu'on soit enfant, adolescent ou adulte, mais quand c'est souffrant pour la personne, quand la mise en place d'un paquet de stratégies compensatoires ne suffisent pas à rendre compte de notre plein potentiel. Voilà. Vrai ou faux? Le TDAH est plus fréquent chez les gens très intelligents. Nous avons cru ça un certain temps parce qu'on a parlé beaucoup et de plus en plus maintenant des enfants, des adolescents qui souffrent, et j'ai bien dit souffrent, d'un TDAH, mais également d'un haut potentiel intellectuel. C'est faux. Le TDAH n'a rien à voir avec le niveau d'intelligence. On peut être d'intelligence faible, moyenne ou élevée, et on aura un TDAH. Les causes maintenant du TDAH, tout le monde a un peu sa petite opinion là-dessus, mais sachez que les plus récentes données de recherche, et même les plus anciennes, parce que c'est le trouble le plus étudié, donc on cherche, les causes exactes demeurent encore inconnues. Par contre, des hypothèses sérieuses sont avancées avec des méthodologies très rigoureuses. C'est-à-dire, par hypothèse, ça veut dire qu'on est loin du hasard dans ce qu'on trouve. On n'est pas complètement sûr de la cause, mais les corrélations au plan statistique nous montrent que les liens de causalité, les liens sont là. Les liens sont là, par exemple, au plan génétique.
on est capable d'affirmer hors de tout doute que dans 75% des cas, c'est transmissible génétiquement. Est-ce qu'on connaît le gène précis, les gènes précis? Pas encore, mais c'est à l'étude. On étudie actuellement l'interaction entre les gènes et l'interaction des gènes avec les facteurs environnementaux. Ça progresse. On a des hypothèses neurologiques également, puisqu'on sait très bien qu'il s'agit d'un débalancement neurochimique qui implique le neurotransmetteur qu'est la dopamine notamment. D'ailleurs, la médication pour traiter le TDAH, la médication stimulante, corrige temporairement les niveaux de dopamine impliqués dans les structures du TDAH. Donc, on étudie encore l'échange biochimique. La recherche se poursuit dans ce domaine-là. Au niveau des causes physiologiques, on s'est aperçu, avec toute l'imagerie médicale et tout ça, qu'il existait des différences dans le développement et le fonctionnement cérébral d'une personne qui a un TDAH, d'une personne neurotypique. Et ça, il faut comprendre que ça va tout ensemble, hein, ces causes-là. Là, ce n'est pas qu'une cause physiologique, c'est la cause physiologique, neurologique, génétique et autres mises ensemble. Donc, le fonctionnement cérébral d'une personne TDAH est nettement différent d'une personne neurotypique. On étudie de plus en plus les causes neuropsychologiques. Et pourquoi il y a du vert et du rouge? C'est parce qu'actuellement, ce qui est retenu comme cause neuropsychologique, c'est un profil, certains profils de fonctionnement cérébral. Mais de plus en plus, les auteurs crédibles dans le domaine de la recherche nous parlent d'inclure progressivement des causes aussi au niveau de la dysrégulation émotive, au niveau de la perception du temps qui est différente chez la personne qui a un TDAH et l'hypersensibilité sensorielle également. Ça ne fait pas partie des critères diagnostiques actuellement, mais ce sont des dysfonctionnements qui sont très souvent présents chez les gens qui ont un TDAH. Alors, ça évolue grandement au plan de la recherche. On sait particulièrement que les trajectoires développementales, c'est-à-dire les patrons de chemin de communication cérébrale, peuvent être diversifiés. On n'a pas tous exactement le même type de développement. Ça varie d'une personne à l'autre. Maintenant, je vais vous surprendre au niveau alimentaire. Il n'y a pas de cause connue pour causer donc le TDAH. C'est clair qu'il y a sans doute des facteurs facilitants ou des facteurs aggravants, mais croyez-moi, les études se sont multipliées à savoir si le sucre pouvait causer le TDAH. Pas du tout. Le sucre est un facteur aggravant chez certaines personnes qui y sont sensibles, donc qu'elles aient ou non un TDAH. La même chose pour plusieurs aliments. Donc, il n'y a aucun aliment, aucun nutriment, qu'on parle du plomb, des insecticides, qu'on parle, c'est toujours à l'étude par contre, qu'on parle je cherche le mot manganèse, qu'on parle de plein d'autres substances naturellement dans notre organisme. Il n'y a pas de carence qui explique le TDAH, il n'y a pas de surplus, donc on n'a pas besoin d'un surplus alimentaire. Bien manger, c'est bon pour tout le monde et c'est bon pour les gens qui ont été TDAH aussi, mais il n'y a pas de lien de causalité. Alors, on va faire attention à ce qu'on nous propose comme service dans la publicité pour guérir le TDAH. Le TDAH est un trouble chronique, ça ne se guérit pas. Ça peut s'atténuer, mais pas par des produits alimentaires ou de suppléments vitaminiques X, Y, Z. Les seules recherches positives dans ce domaine-là sont par rapport à un très faible effet de certains oméga-3 de très, très bonne qualité, mais ça n'accote pas du tout l'effet de la médication. Et je ne suis pas en train de vous faire une vente de médication, je suis juste en train de vous rapporter les résultats
de recherche. Un autre vrai ou faux, les personnes atteintes d'un TDAH sont incapables d'être attentives. Beaucoup d'enfants, malheureusement, croient ça et c'est faux. Ils sont capables d'être attentifs, les gens qui ont un TDAH. Le problème, ce n'est pas la capacité à porter attention, et vous l'avez vu quand ils sont sur des jeux vidéo, ils sont complètement asymptomatiques. Le problème est lié à la capacité à moduler leur attention. Ça veut dire qu'ils ont bien compris qu'ils doivent réaliser une tâche, donc partir du point A, se rendre au point B, faire l'exercice en français, faire telle tâche. Ils l'ont compris et c'est ce qu'ils ont l'intention de faire, partir du point A, se rendre au point B. Mais voici comment se comporte leur cerveau malgré leurs efforts et leur bonne volonté. Oh, ils sont dérangés par un bruit environnant et ce qu'ils entendent, ce qu'ils voient, leur fait penser à un paquet de choses. Ils sont rendus dans la lune. Et là, ils suivent la conversation d'un autre et tout d'un coup, c'est le chemin qu'ils prennent pour se rendre au point B. Alors, on peut comprendre qu'il soit nécessaire de les ramener à la tâche souvent. Je dis souvent la blague, ils sont capables de faire Montréal-Québec. Un neurotypique le fait sur la 40. Hein? Il y a que des arbres, on s'en va directement en ligne vers Québec. Bien, le jeune TDAH le fait, c'est à 132. Il arrête dans chaque village, puis il doit se faire remettre sur la route. Il va y arriver, mais ça va y avoir pris beaucoup plus d'efforts et beaucoup plus de temps. Alors, c'est pour ça qu'on entend souvent dire « se laisse distraire », ce n'est pas volontaire. Prend plus de temps pour faire les tâches, ça n'est pas volontaire non plus. Qu'en est-il de l'impulsivité et de l'hyperactivité? On parle d'une difficulté d'inhibition, donc de retenue, d'autorégulation. La personne neurotypique, elle a le temps de penser avant de peser sur le piton. Il y a comme aussi un gradateur inclus dans son système, c'est-à-dire qu'il est capable de doser sa réponse en fonction de ce qui se passe dans l'environnement. La personne TDAH, elle a comme un piton on-off, pas capable de contrôler l'intensité, c'est plus difficile, et très prompt à réagir, pas trop de pensée avant. Ce que ça peut donner. Au niveau de l'impulsivité des pensées, bien, elle va donner la première réponse qui lui vient en tête, elle ne prendra pas nécessairement le temps de réfléchir. Mais elle sait qu'elle doit faire ça, on lui répète à chaque fois, mais c'est comme plus fort qu'elle, elle n'y parvient pas toujours. Donc, au niveau d'hyperactivité, de la pensée, c'est comme une difficulté à cesser de penser. Et là, les adultes TDAH disent souvent « j'aimerais ça avoir un bouton justement pour mettre mon cerveau à off, l'éteindre ». Au niveau des émotions, bien, ça fera une personne qui va s'emballer à la moindre contrariété et qui va démontrer des réactions un peu excessives. Ils se présentent comme des gens hypersensibles à tout. Et au niveau, quelqu'un m'a déjà dit, ben moi, mes sentiments, c'est un peu comme si mon cœur était sur une trappe à souris. Aussitôt qu'on m'effleure, qu'on me contrarie, je snap. Je l'ai trouvée très bonne. Au niveau des comportements, c'est une personne qui va aussi agir sans penser d'abord aux conséquences. On parle d'impulsivité. Et au niveau de l'hyperactivité, bien, chez les plus jeunes, on voit une agitation nettement excessive. Ça ne veut pas dire qu'ils courent nécessairement partout. C'est beaucoup plus une difficulté à inhiber leur agitation, à s'arrêter de bouger. Ça va diminuer en vieillissant et ça va devenir davantage une agitation mentale. 3 hamsters permanents qui jouent à tag dans ta tête. Au niveau de la notion de temps, c'est comme si, là, les recherches se poursuivent dans ce domaine-là, c'est comme si les gens ne parvenaient pas, quand ils ont un TDAH, à sentir le passage du temps. L'autobus scolaire est au coin de la rue, puis ton petit bonhomme, ben, il n'a même pas commencé à mettre son habit de neige. C'est clair qu'il n'aura pas le temps de s'habiller au complet. Mais il ne voit pas l'urgence parce qu'il est dans le ici maintenant et son chat vient de passer devant lui, alors il flatte le chat. Et maman est très inquiète. C'est un peu comme si on était un cheval avec des œillères. J'ai beau tourner la tête, ça n'est qu'une succession de ici maintenant qui ne tient compte aucunement du passé et aucunement de l'avenir.
Au niveau de la mémoire de travail, très souvent, ces enfants-là ont des difficultés à jongler avec trop d'informations dans leur tête. Quand je donne une consigne, les neurotypiques, eux, disposent des informations côte à côte et peuvent sélectionner et manipuler ces informations-là à leur guise. Tout reste dans leur tête. C'est un peu comme si la personne qui a un TDAH, elle, chaque fois que je rajoute de l'information, ça vient écraser la précédente ou ça vient confondre les choses. Alors, ils en retiennent une partie, puis là, ils vont faire des associations, des drôles d'associations. Alors, ils comprennent tous les mots qu'on a dit, mais au bout du compte, le message est déformé et malgré le fait qu'ils aient bien écouté, ils ne parviennent pas à retenir l'information correctement. Alors, ça va leur nuire dans la compréhension de la lecture, dans la compréhension des consignes, etc. Fait que, bien qu'ils aient écouté toutes les directives, quand vient le temps de démarrer la tâche, très souvent, ils ne savent pas par quoi commencer. Ils ne se rappellent pas la démarche, comment ils doivent faire. Ils ont du mal à estimer le temps requis pour faire une tâche et ça va effectivement générer beaucoup d'anxiété, pour ne nommer que quelques conséquences. D'autres choses aussi qu'on remarque énormément chez les gens qui ont un TDAH, c'est des difficultés dans les habiletés d'organisation et de planification. Donc, il est clair pour eux, malgré que ça puisse paraître tellement évident pour le neurotypique, commencer un ménage. Ils ont beaucoup de difficultés avec le rangement et de fait, ils vont avoir tendance à la procrastination. Ils ne savent pas par quoi débuter encore. Tout devient prioritaire. Il n'y a pas de hiérarchie qui s'installe pour savoir comment organiser les choses. Il n'y a pas de vision globale. Ils ont le nez collé sur l'arbre et peu importe où ils regardent, il n'y a pas de recul pour voir la vision globale. Alors, ils ont beaucoup de difficultés. Ça va générer beaucoup de lenteur, d'interférence dans le traitement de l'information, comme je disais précédemment. Ça va amener des compréhensions erronées et nuire notamment à la résolution de problèmes en mathématiques. Hein? On assiste souvent à un récit décousu de ces gens-là. Ils ont l'impression qu'ils ont tout dressé la table pour leur interlocuteur. Ils ont dit le quoi, quand, où, comment, alors que c'est faux. Ils vont donner des détails ici et là. Ils vont nous perdre dans une multitude de détails. Ils omettent de donner les informations principales et c'est extrêmement frustrant pour eux parce qu'ils sont persuadés qu'ils ont été d'une limpidité incroyable. Alors, cette difficulté à différencier le principal du secondaire nuit énormément, notamment en production écrite, en production orale, en conversation et tout ça. Ils ont des très bonnes idées, pareil comme les autres, mais parfois, ils les oublient avant même de les avoir rédigées. Ils se rendent même parfois pas compte qu'ils ne comprennent pas bien les questions qui leur sont posées. Ils sont persuadés que c'est ça qui a été dit. Donc, il y a une multiplicité des erreurs d'attention également, pour ne nommer que cela. Alors, il ne sera pas étonnant d'entendre, hein, parmi les phrases les plus célèbres des jeunes, « J'ai beau essayer de ne pas bouger, je n'y arrive pas. » Donc, mieux vaut encadrer que interdire, comme je disais tantôt. « C'est pas de ma faute, j'ai oublié. » Ils savent pertinemment, ces jeunes-là, qu'ils oublient plus que les autres, les moins jeunes aussi. Ils ne font pas exprès. Alors, c'est vraiment un trouble neurologique qui fait en sorte qu'ils oublient. Il faut donc mettre en place des structures, des moyens pour les aider à ne pas oublier, pas leur répéter de ne pas oublier. Ils savent. Des fois, je deviens tout nerveux en dedans et tout m'énerve. Cette hypersensibilité dont je parlais tantôt, ça peut être tactile chez certains, pas capable d'endurer les étiquettes de vêtements, les coutures des bas. Il y a très peu de recherches là-dessus actuellement, mais ça promet pour l'avenir. Ça peut être aussi les sons, hein, ça peut être la texture des choses, ça peut être des jeunes qui ont de la difficulté à supporter certaines odeurs, donc une hypersensibilité au niveau sensoriel. Leur impulsivité légendaire va les amener à tellement vouloir rendre service compte tenu de leur grande sensibilité et leur serviabilité, mais ils vont partir avant la fin de la question. Alors, c'est quoi tu m'as demandé déjà?
Et certains jeunes m'ont déjà dit, c'est comme une machine à boules dans ma tête, tout arrive en même temps et les recherches au niveau du fonctionnement, justement, du traitement des données nous montrent qu'effectivement, il y a beaucoup de choses en même temps dans leur tête. Vrai ou faux, le TDAH est causé par les jeux vidéo. On vient de parler des causes, c'est donc faux. C'est clair que ça peut être un facteur aggravant parce que porter attention, ça se développe. Plus je suis jeune, moins je suis capable de porter attention longtemps et à une seule cible, donc me concentrer. Plus je vieillis, plus je vais m'entraîner à porter attention. C'est clair que les enfants qui n'ont connu que les jeux électroniques de façon intensive et qui n'ont pas développé leur capacité à rester attentifs de façon soutenue en jouant à des jeux de société ou toute autre activité favorable à ce développement-là, vont être moins entraînés. Ça ne cause pas le TDAH, mais on s'entend que ça ne l'aide pas du tout. Alors, ce n'est pas parce que nos enfants ont un TDAH qu'on ne peut pas les entraîner à développer leurs capacités. On ne pourra pas guérir le TDAH, mais on peut à tout le moins entraîner leurs habiletés pour compenser un peu leurs déficits. Donc, je ne fais pas le procès des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Je veux juste dire qu'il faut doser le tout. Parce qu'ils ont des raisons de devenir accros, ces enfants-là, au TDAH et ces adultes-là. Ils souffrent d'impulsivité plus que le neurotypique. Ça leur sera encore plus difficile de résister. Ils savent que ce n'est pas bon, mais parvenir à se maîtriser et cesser le jeu qui leur apporte autant de bonheur par eux-mêmes, c'est très difficile. Ils ont du mal à tolérer les délais dans la vraie vie, hein, les renforçateurs. Bien, le jeu vidéo en est une activité qui renforce immédiatement et qui est hautement stimulante au niveau des sens. C'est sûr que c'est attirant par rapport à d'autres activités. Leur difficulté attentionnelle fait en sorte que ça leur demande beaucoup d'efforts pour rester attentifs à la tâche. Mais là, avec tous les changements de visuel, de son et de gains immédiats, bien, ça demande peu d'effort mental. C'est donc une activité extrêmement facile pour eux. Ils vont pouvoir durer très longtemps la tâche. On sait que les jeunes et les moins jeunes qui ont un TDAH présentent souvent des difficultés d'ordre social. Ils ont de la difficulté à comprendre rapidement les règles de jeu, à saisir les nuances dans le non-verbal et plein d'autres choses, ce qui fait qu'ils sont moins populaires au niveau des amis. Par contre, quand ils se cachent en arrière d'un écran et qu'ils sont très bons aux jeux vidéo, bien, enfin, ils ont des amis et ils ont une certaine reconnaissance pour rebâtir leur estime de soi. Alors, pour toutes ces raisons, il est clair que nos enfants TDAH sont plus à risque de développer une dépendance, finalement, à ce genre de jeu-là et d'autres choses. Et c'est donc important d'instaurer des règles pour limiter le temps d'utilisation des écrans. On ne le dira jamais assez. Maintenant, les impacts, les retentissements fonctionnels du TDAH principaux sont les suivants. Dans près de 50 des cas de personnes qui ont un TDAH, ils éprouvent des troubles du sommeil. Il y a beaucoup d'études qui s'effectuent actuellement au niveau des cycles circadiens, dis-je. On compare l'état d'éveil et l'endormissement, hein, des processus similaires peut-être ou voisins. On regarde de ce côté-là. Donc, qu'il s'agisse de difficultés à trouver le sommeil, à rester endormi ou à s'éveiller, ce qui est très fréquent chez nos ados pour plein d'autres raisons aussi. On observe davantage de troubles de sommeil chez les gens qui ont un TDAH. On a parlé des difficultés scolaires. Au plan académique, là, je ne parle pas des troubles d'apprentissage, je parle vraiment des retentissements du TDAH au plan scolaire, donc entendre, comprendre les consignes, enregistrer la lecture, résolution de problèmes en mathématiques et plein d'autres. Donc, c'est clair que ça aura un impact. Les difficultés sociales, ce n'est pas moins important. Surtout,
à l'adolescence, on s'aperçoit que les jeunes ados qui ne parviennent pas à tisser des liens d'amitié aussi solides que les autres souffrent énormément. Alors, il faut intervenir à ce niveau-là. Et si on parle des comportements à risque, parmi ceux-ci, il y a beaucoup d'études au niveau des accidents qui mettent en évidence le taux de prévalence nettement plus élevé chez nos jeunes et moins jeunes qui sont très impulsifs au moment de leur conduite, qui conduisent vite et qui ont davantage d'accidents et de rage au volant. Malheureusement, la consommation abusive, notamment de la marijuana, chez nos ados est fort présente. Euh, les hypothèses tendent à démontrer que les jeunes utilisent la marijuana soit pour apaiser leur anxiété, soit pour un auto-traitement au lieu de la médication. Il est clair que pour avoir une médication, ça prend un suivi médical. Quand tu n'as pas de médecin, bien, je ne suis pas en train de justifier leur comportement, mais je suis en train de dire qu'on a des réalités sociales qui font que cette réalité-là, elle est là pour des raisons très évidentes. Maintenant, le traitement du TDAH, il s'avère que le traitement le plus efficace demeure la médication associée à une intervention psychosociale, mais on ne traite pas de façon médicale généralement avant 6 ans, à moins que le degré de sévérité du TDAH et ses impacts soient à ce point sévères qu'il soit mieux vu de traiter que pas traité. On a un peu parlé dans les médias des tests génétiques. Il y a eu une période où on en parlait plus, mais il y a eu de la recherche dans ce domaine-là et ça ne s'avère pas très, très fructueux. On n'en entend plus beaucoup parler. Donc, pour trouver la bonne molécule, il y avait des tests génétiques qui avaient été mis de l'avant et ça s'avère que ce n'est pas très fructueux comme moyen. Ça ne promet pas ça ne rend pas ce que ça promettait de faire. Beaucoup de parents s'inquiètent des effets secondaires de la médication, notamment le retard de croissance en raison de la perte d'appétit. Sachez que les données d'études longitudinales, c'est-à-dire sur plusieurs années, nous montrent que le retard mineur est rattrapé. Donc, il n'y a pas de retard de croissance qui perdure, ça se rattrape. Au niveau des pauses de médication, bon nombre de parents vont cesser la médication l'été parce que leur ado leur demande, parce qu'ils pensent que s'ils ne vont pas à l'école, bien, il n'y a pas lieu de médicamenter. Sachez que le TDAH est toujours présent dans la vie de vos enfants et que les études nous montrent que ça pourrait être même aidant au plan social, au plan sportif même, pas au niveau de la performance, comprenez-moi bien, mais au niveau de la compréhension des règles et du comportement, finalement, de la maîtrise de soi. Cela étant dit, il est clair que quand j'ai des effets secondaires importants et que mon jeune veut continuer à développer ses muscles pour avoir de l'air d'un homme en secondaire 4 et 5 comme ses collègues de classe, il faut y aller avec une belle analyse des avantages versus des désavantages et tirer des conclusions appuyées par un avis médical. En ce qui concerne le fameux effet rebond, c'est-à-dire quand la médication cesse son effet, quand les conséquences sont très pénalisantes pour le jeune, par exemple, qui voudrait prolonger sa période de travail scolaire au-delà de l'effet de la médication, vous pouvez discuter avec votre médecin pour un complément médicamenteux de courte durée. De plus en plus, ça se fait finalement, ça a été étudié dans les recherches récentes. On va prendre, par exemple, un Ritalin 4 heures pour s'assurer de couvrir la période d'efficacité du traitement pour les besoins de l'individu. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond quand les symptômes ressurgissent soudainement et c'est parce que le traitement vient cesser son effet. Parmi les traitements non pharmacologiques du TDAH, à ma grande surprise, quand j'ai lu
de très nombreuses recherches dont les méthodologies étaient fiables, parce qu'il y en a un bon paquet, que la méthodologie est so-so, on va dire, un peu boiteuse, et sont dénoncées par des recherches, des méta-analyses qui ont repris ces recherches-là. La remédiation cognitive et le fameux neurofeedback, la rétroaction de ton fonctionnement cérébral, s'avère infructueux. Finalement, ça ne va pas traiter de façon efficace les symptômes du TDAH de manière à ce que l'enfant puisse renoncer à la médication et se retrouver sur les bancs d'école et fonctionner comme les autres. Les effets à long terme dits prometteurs de cet entraînement-là sont vérifiés seulement dans les conditions dans lesquelles le jeune a été entraîné, c'est-à-dire en laboratoire. Ce n'est pas ça qu'on veut. Mais c'est une avenue prometteuse, les recherches se poursuivent, à savoir reproduire les conditions de classe pour pouvoir entraîner correctement les gens à maîtriser finalement leur activité cérébrale. Mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune donnée scientifique probante qui nous dit que go les parents, allez-y, cessez la médication et allez vers cette stratégie-là. La méditation de pleine conscience, on en entend de plus en plus parler. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Ça, la recherche est très claire là-dessus. Maintenant, là, on parle de substitut à la médication. Pour les plus jeunes, non, parce qu'ils ne sont pas suffisamment matures pour parvenir à un niveau de pleine conscience satisfaisant, quoique on les entraîne de plus en plus jeunes maintenant et c'est une avenue prometteuse. Pour les adultes, pour certains adultes avec un TDAH modéré, ça pourrait s'avérer une avenue intéressante selon certaines recherches. L'entraînement aux habiletés sociales, c'est oui dans le milieu naturel si on intervient sur le faire et non le savoir. Ce que je veux dire par là, c'est si j'entre une dizaine de jeunes TDAH dans une classe, puis je leur apprends au tableau et par cœur comment bien réagir dans telle ou telle situation, ils ne sont pas stupides, ils vont très bien comprendre et ils vont jurer de l'appliquer le moment venu. Mais bref, en raison de leur impulsivité, de leur hyperactivité et de leur inattentivité, je viens d'inventer un mot, leur inattention, il est clair que dans le moment, ils ne vont pas nécessairement recourir à cette théorie-là, ils n'auront pas le temps. Le mieux, c'est vraiment des interventions comportementales. On renforce très souvent dans le feu de l'action les jeunes, qu'ils soient en classe avec un bon comportement, qu'ils soient en terrain de jeu avec un bon comportement. On les arrête, on leur fait voir, on les renforce verbalement, physiquement avec des signes et tout ça. Et on corrige aussi avec des règles de fonctionnement quand j'ai tel comportement, j'ai une conséquence négative. Quand j'ai tel comportement, j'ai une conséquence positive. Avec cette constance et cette rigueur-là, ça donne vraiment de très bons résultats au niveau du contrôle de soi. Est-ce que le TDAH disparaît? Non, pas du tout, mais ça s'améliore sérieusement. Donc, ils ont besoin d'un encadrement serré en tout temps, pas d'une brochette de connaissances, d'un encadrement serré. Et il s'avère que l'approche non pharmacologique la plus, comment je dirais, souhaitable et la plus efficace pour le TDAH dans le contrôle de l'intensité des symptômes, ça demeure l'activité physique régulière. Alors, vivement, aller jouer dehors, on délaisse les jeux électroniques, on va jouer dehors, on fait du sport, c'est ça qui est la voie la plus prometteuse pour diminuer l'intensité des symptômes. Voilà pour le bilan scientifique. Il me reste à vous dire un gros merci. Et n'oubliez pas que le TDAH est un trouble neurodéveloppemental, donc il se passe quelque chose de différent dans notre cerveau. C'est chronique, on est avec, on meurt avec. C'est évolutif, c'est-à-dire que ça va changer dans ses manifestations selon l'environnement, selon l'évolution de mon cerveau.
et c'est dynamique, donc influencé par tout ce qui se passe autour et tout ce qui se passe en dedans. Ceci étant dit, vous serez d'accord avec moi que le TDAH, ça regarde tout le monde. Merci de votre attention et à la prochaine.